Alors, sujet essentiel, absolument essentiel, qui est la réponse à des tas d'objections des voleurs de pouvoir. Quand on vient avec le RIC en disant « nous on veut le RIC », il y a des tas d'objections. Les voleurs de pouvoir nous opposent des tas d'objections, parmi lesquelles le peuple va rétablir la peine de mort, évidemment, et la torture, évidemment, et sur le coup de l'émotion. Parce que les élus, eux, ne légifèrent jamais sur le coup de l'émotion. Et c'est vrai, ils ont raison de dire qu'il y a un risque de légiférer sous le coup de l'émotion. C'est vrai qu'il y a ce risque. Mais on peut s'en prémunir de ce risque sans renoncer au référendum d'initiative populaire. On peut simplement, regardez, on peut décider qu'entre l'initiative, ça y est, on a 100 000 signatures pour réindexer les retraites. Par exemple, on a une pétition, et en fait, on est 10 millions à vouloir réindexer les retraites sur les prix. Donc, on peut dire qu'entre l'initiative et le vote, on va demander au peuple, est-ce que vous voulez réindexer les retraites sur les prix? Entre l'initiative et le vote, il va falloir, et c'est très important, éclairer l'opinion. Parce que si vous mettez la période du vote trop près de l'initiative, c'est pas seulement le risque de légiférer sous l'influence d'une colère qui est important, c'est surtout le fait que vous interrogez les gens sur un sujet dont ils ignorent tout. Ils sont pas au courant. Ils vont voter comme ils l'ont lu dans les journaux, ils vont voter comme ils l'ont entendu dire une fois, ils vont voter à l'instinct, ils vont. C'est vrai, si on ne prévoit pas une période de mise en scène des conflits, pendant cette période, on va mettre en scène les protagonistes, les experts qui sont pour et les experts qui sont contre, ils vont défendre leur point de vue, un peu comme moi, là, ils vont défendre leur point de vue tout seuls, et puis ils vont défendre leur point de vue avec des opposants, ils vont s'empailler. C'est très important de les voir s'empailler. À Athènes, on s'empaillait sur l'agora. Sur l'agora, c'est-à-dire la place publique où on discutait avant d'aller à l'Assemblée voter, on discutait d'abord sur l'agora. Et sur l'agora, vous aviez Platon, qui était un idéaliste, qui se fritait tous les jours avec Démocrite, qui était un matérialiste. Et leur controverse, au pluriel, éclairait l'opinion. C'est-à-dire en les regardant se disputer, on avait bien les tenants et les aboutissants, on comprenait les arguments de chacun, les forces, les faiblesses. Et à l'issue de ces nombreuses controverses, les Athéniens opinaient en connaissance de cause. Moi, je suis prof, et quand on est prof, on parle tout seul. Et je crois que c'est pas bon, ça. Nous devrions faire prof à deux. À deux, pas d'accord. Bienveillant, hein. Il faut pas s'insulter, hein. Mais deux, pas d'accord. Si dans chaque classe on mettait, alors sur les maths ce sera peut-être compliqué, mais sur les philos ce serait formidable, sur des tas en français, ou en histoire, ou en économie. En économie, vous auriez deux profs pas d'accord, qui donneraient le spectacle des contradictions, des arguments contraires. Mais les étudiants seraient beaucoup mieux formés, beaucoup mieux informés, ils auraient une opinion éclairée. Et donc c'est ça qu'il est question de... Et c'est juste une question d'argent. Si nous n'avons pas deux profs par classe, c'est parce qu'on manque d'argent. Mais il n'y a rien de plus simple que de créer l'argent. C'est une folie de laisser les jeunes gens au chômage alors qu'ils aimeraient bien être profs. Et de laisser les classes avec un prof, alors que ce serait beaucoup mieux avec deux profs. Tout ça parce qu'on manque d'argent. Il suffirait de créer l'argent nécessaire pour payer les gens pour qu'ils sortent du chômage. La contrepartie de cet argent, ce serait le travail des gens qui ne sont plus au chômage, qui créent de la richesse. Et donc c'est pas du tout inflationniste de créer de l'argent quand, en contrepartie de l'argent créé, il y a une nouvelle richesse. Créer de l'argent, c'est inflationniste quand vous distribuez de l'argent alors qu'il n'y a pas de nouvelle richesse. Là, oui, vous créez une rareté. Quand vous distribuez trop d'argent, vous créez une rareté. Et les arbitrages se font par les prix, et vous perdez par l'augmentation des prix la richesse que vous croyez avoir créée. Mais par contre, quand vous donnez du boulot à un chômeur qui crée aucune richesse, pour l'instant parce qu'il n'y a pas d'argent, vous créez la monnaie nécessaire pour le faire travailler, c'est absolument pas inflationniste. Vous avez plus de monnaie et plus de richesse, donc il n'y a pas de rareté, donc il n'y a pas d'augmentation des prix.
Bon, je ne peux pas développer, mais ça vaudrait le coup de passer une soirée là-dessus. Les citoyens devraient savoir comment est créée la monnaie. Aujourd'hui, c'est une dinguerie, et savoir comment nous devrions instituer, en même temps que nous écrivons une constitution, nous instituons notre puissance politique avec le référendum d'initiative citoyenne, par exemple. Mais si on n'institue pas en même temps une souveraineté monétaire, ça veut dire que le souverain que nous avons mis en place, quand il faudra financer ces mesures, il faudra qu'il se tourne vers un banquier en disant « ça, tu me donnes l'argent ou tu me donnes pas d'argent ? Ah, tu me donnes pas l'argent ? Bon, ben, alors je ne peux pas le faire. » Alors ça veut dire que c'est lui le souverain. Comprenez ça? Et donc il faudra absolument, quand on va instituer un État digne de ce nom, c'est-à-dire un État sous contrôle citoyen, il faudra le doter de la puissance de création monétaire. Je me donne encore une minute là-dessus, excusez-moi, mais c'est super important. Je vous donne juste le paradigme. Et après ça, il faut le creuser, voir, il y a un endroit où je me trompe peut-être, hein, mais vous allez voir comme c'est stimulant pour la pensée. Pour l'instant, aujourd'hui, les États, dans le paradigme, c'est-à-dire la façon de penser actuelle, on demande aux États, il y a une masse monétaire dans la société, il y a un nombre d'euros qui circulent, disons de francs, parce qu'il s'agit de s'émanciper de l'euro. Donc il y a vous allez voir, j'ai du mal à ne parler que de francs, par habitude malheureusement. Donc il y a une masse monétaire de francs qui sont pour l'instant créés par des banques privées. Ce sont les banques qui, en prêtant l'argent à ceux qui en ont besoin, insufflent des nouveaux billets ou des nouveaux soldes sur les comptes à vue, donc des francs, qui sont la masse monétaire. Et pour l'instant, l'État ne crée pas la monnaie, ce qui est une dinguerie, et il doit prélever 100 en impôts pour pouvoir dépenser 100 en services publics. S'il ne reçoit plus que 90 en impôts, il faut qu'il baisse les services publics, il dépense que 90 en services publics. Étienne, oui. Je pense que ce serait bien de commencer à débattre. J'abrège. Donnez-moi juste une seconde pour finir mon paradigme. Plusieurs secondes. Voilà, il faut juste que je finisse le paradigme. Si au lieu de faire comme ça, qui fait l'État qui est dans ce paradigme actuel, s'il y a 10 millions de chômeurs, il ne peut rien faire. Il n'a pas assez d'impôts pour payer les chômeurs. Il est coincé. Au lieu de ça, si nous nous rendons capables de dire la puissance publique qu'on met en place dans la commune et dans la nation, aux deux niveaux, cette puissance publique, parce qu'on le veut, on décide qu'elle crée la monnaie quand elle dépense. Quand je paye un médecin, je crée les euros du salaire de ce médecin. Quand je paye un prof, quand je paye un juge, quand je paye un service public, un cantonnier, je crée la monnaie quand je dépense. Et je détruis la monnaie quand je reçois l'impôt. C'est pareil, presque pareil. C'est toujours 100 égale 100. J'ai dépensé 100, j'ai reçu l'impôt 100, j'ai un budget toujours équilibré, mais si je raisonne comme je viens de dire, c'est plus les banques privées qui créent la monnaie, hein, c'est moi qui crée la monnaie, et la monnaie ensuite circule, et je la reprends sous forme d'impôt. Si je raisonne comme ça en disant, je crée la monnaie quand je dépense, quand il y a des chômeurs, je peux leur donner du boulot, je peux décider de dépenser 150 ou 200, et ça va circuler comme aujourd'hui, sauf qu'il y aura plus de monnaie, donc il y aura plus de prospérité, puisque je n'ai pas donné 100 sans contrepartie, j'ai donné 100 avec une contrepartie de travail. Donc les gens créent, les gens qui étaient oisifs, contre leur gré, maintenant ils peuvent créer de la richesse. Et je crée 200, et puis ça circule, et je prélève 200 d'impôts. Et je suis venu à bout du chômage, là. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous reprenons le contrôle de la Constitution, on va se donner le moyen non seulement d'avoir une puissance politique qui va nous permettre, injustice sociale par injustice sociale, de régler les problèmes, mais en plus, on va reprendre le contrôle de la création monétaire, ce qui veut dire qu'on va rendre nos puissances publiques, locales et nationales, capables d'être employeurs en dernier ressort. Employeur en dernier ressort. Et l'État pourra l'être si on lui a rendu la création monétaire. C'était trop long comme parenthèse, mais c'est super important. Ça vaut le coup d'y passer une soirée sur ce truc-là. Et un débat contradictoire avec les économistes pour voir où est-ce que je me trompe. C'est incroyable qu'on ne parle pas de ce truc-là. Tout... J'ai presque fini. Je prends mon Richard. Je te jure, j'ai presque fini. Mais c'est super important. Vous vous embêtez pas là, non ? Alors, sur les délais, j'ai écrit « Tout référendum doit être précédé d'une période pouvant aller de 3 mois
Et 3 mois, à mon avis, c'est vraiment court. Hein. Il faut vraiment que ce soit des sujets sur lesquels tout le monde est au courant et il y a urgence. Par exemple, sur l'urgence sociale. Mais il faut que ça puisse aller jusqu'à 2 ans parce qu'il y a des sujets super compliqués, l'euthanasie par exemple, des sujets sur lesquels super compliqués, sur lesquels il faut bien éclairer l'opinion avant d'opiner. Donc, tout référendum doit être précédé d'une période pouvant aller de 2 mois à 2 ans, de 3 mois à 2 ans de débats contradictoires complets pour éclairer l'opinion. La Chambre des référendums est chargée de l'organisation et du contrôle de la qualité de ces débats. C'est pas l'exécutif qui s'occupe de ça, c'est pas le gouvernement, c'est pas le Parlement, c'est la Chambre du référendum composée de citoyens tirés au sort.